notre but, c'est de redonner à l'organisme sa capacité naturelle à se défendre et à ses capacités d'auto-guérison. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 10e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. L'invité d'aujourd'hui est Eva Michler, qui est naturopathe, iridologue et qui partage ses connaissances sur son site Instinct Naturo. Au cours de ce podcast, nous parlons dans un premier temps de la naturopathie en général, puis nous mettons un focus sur la question des saisons et Eva nous donne des pistes à suivre pour adapter notre mode de vie en fonction des différentes périodes de l'année. Avant de lancer l'interview, 2 points. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraforme.fr/10. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles plus un commentaire sur iTunes. Je lis chacun d'entre eux. Et d'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement Fabrice qui a laissé l'avis suivant. Super podcast qui ne parle pas uniquement de régime, mais tout simplement de forme. Un sujet plus vaste et au final plus important. La forme, c'est l'énergie au quotidien et donc c'est profiter davantage de son temps pour faire ce que l'on aime. Merci Fabrice, et j'espère que cet avis vous inspire et que vous aussi, vous prendrez le temps de venir laisser un petit mot. Pour accéder à la page du podcast sur iTunes, vous pouvez soit chercher Parlons Forme directement au sein d'iTunes, ou sinon, vous passez par le lien suivant, extraforme.fr/iTunes. C'est tout pour cette intro, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Eva, et merci de te joindre à moi pour ce podcast. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur tes activités ? Je m'appelle Eva, je suis naturopathe iridologue, je vis dans le sud-est de la France, à côté d'Avignon. J'ai un site internet, je fais des consultations, j'ai très dernièrement sorti un winter ebook. Un e-book donc sur la saison d'hiver et la naturopathie. Je vais sortir aussi très prochainement un e-book sur la naturopathie en général. Et voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous raconter, enfin, je sais pas s'il y a eu un parcours particulier, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement vers la naturopathie ? Alors, donc moi j'ai eu des petits problèmes de santé dans mon enfance et plus particulièrement à l'adolescence et à mes 16 ans. J'ai découvert que j'avais 2 maladies auto-immunes. J'avais également beaucoup d'angoisse, de problèmes, on va dire, émotionnels, de gestion d'émotions, etc. Donc je suis allée voir une psychologue qui était également aromathérapeute. Le hasard m'a amenée à voir cette psychologue. Et en fait, j'ai découvert l'aromathérapie et petit à petit, je suis partie au fil de la découverte de mes maladies auto-immunes à la découverte de la naturopathie. Donc j'avais 16 ans, j'ai passé mon bac et j'ai entrepris des études de naturopathie juste après mon bac. D'accord, ok. Et tu as aussi mentionné le fait que tu es iridologue. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que j'ai déjà vu une vidéo sur Facebook, si mes souvenirs sont bons, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je connais particulièrement. Alors l'iridologie, donc c'est une technique de bilan. C'est une technique qui nous permet de voir l'état de santé de nos clients et de nos patients. Donc par l'iris, on voit via la trame de l'iris, les cercles de l'iris, les angles, etc., l'état de santé. Donc, on peut voir les faiblesses organiques. Donc, ça nous permet d'avoir une première base. Donc, on ne se base pas que sur ça. On a plusieurs autres techniques de bilan. Mais c'est une petite base qui nous permet de découvrir l'état général du patient, en fait. Et du coup, je suppose, ma question est peut-être un peu bête, mais du coup, je suppose que ce que tu arrives à diagnostiquer à travers l'iris, après, ça se concrétise peut-être par d'autres examens, médicaux ou divers. Oui, on peut voir, par exemple, j'ai déjà détecté, par exemple, une personne qui s'était cassé le poignet, sans que la personne me dise, je détecte une petite anomalie sur l'iris. Oui, effectivement, je me suis cassé le poignet. Donc, j'ai déjà détecté aussi des problèmes comme aux ovaires, etc. On peut voir, l'iris est tellement connecté et innervé au tête que tout se projette. Donc c'est très intéressant en fait de voir que on peut faire des liens comme ça alors qu'on ne savait pas que la personne s'était cassé le poignet ou etc. On arrive à
Alors bon, du coup, l'iridologie, ça va pas être le sujet principal de notre discussion aujourd'hui, mais on va plutôt s'intéresser donc justement à la naturopathie, qui est une autre de tes spécialités. Et est-ce que tu pourrais, par exemple, commencer par nous partager, j'ai vu qu'il existait des principes fondamentaux autour de la naturopathie. Est-ce que tu peux nous les partager? Donc en fait, les 10 techniques, nos 10 bases, c'est ça? Alors, il y a ça, c'est peut-être c'est peut-être un autre point, mais j'avais vu que finalement, par exemple, un des grands principes, c'était avant tout de ne pas nuire. Et Ah oui, il y oui. a d'autres Donc principes de ce genre-là. c'est les 5 principes d'Hippocrate. Donc voilà. Donc nous on se base beaucoup sur Hippocrate et sur au final la naturopathie c'est la médecine traditionnelle occidentale, comme médecine traditionnelle chinoise, liée à la Chine, etc. Donc nous on se base beaucoup sur les principes d'Hippocrate et en version un peu plus moderne quand même. Hein. Et donc on voit il y a l'humorisme. Donc l'humorisme, c'est l'étude en fait des humeurs, donc de tous les liquides du corps humain. Donc c'est-à-dire le sang, la lymphe. Donc parce qu'on part du principe qu'au plus on a des humeurs donc dites claires, donc très pas remplies en toxines, etc. Plus on va avoir un corps en santé, des humeurs qui sont fluides et qui peuvent bien se propager dans l'organisme. Ensuite, on a le causalisme. Donc, on s'intéresse toujours à la cause de la cause de la cause. On va toujours aller chercher au plus loin du symptôme, en fait. On va pas s'arrêter au symptôme. Par exemple, une personne qui va venir pour n'importe quel problème, on va essayer de chercher au niveau psychologique, émotionnel, au niveau de peut-être sa famille, au niveau des chocs physiques qu'il aurait pu avoir. On va essayer de chercher dans son hygiène de vie, dans sa vie, qu'est-ce qui, jusqu'au moindre détail, en fait, la cause de la cause du problème. On a ensuite, alors j'aime trop la causalisme, humorisme. Alors on a docérer, donc qui est d'enseigner. Donc le naturopathe est un éducateur de santé. Notre but, c'est de guider les gens à être responsables de leur santé, à être indépendants face à leur santé et à les guider vers une hygiène de vie saine, en fait. Notre but, c'est pas qu'ils soient dépendants à nous toute leur vie, qu'à chaque fois qu'ils ont un petit problème, ils viennent nous voir. C'est vraiment, on les guide à ce qu'ils aient une hygiène de vie saine pour que leur santé, pour qu'ils prennent soin eux-mêmes de leur santé. Ouais, et puis voilà, qui deviennent autonomes et justement qui puissent aussi savoir se débrouiller tout seul, quoi. Exactement. Après, on a également le principe de la force vitale, du vitalisme. Donc, pour nous, notre but, c'est de redonner à l'organisme sa capacité naturelle à se défendre et à ses capacités d'auto-guérison. Notre but, c'est de redonner toutes ses forces à l'organisme pour qu'il se soigne lui-même, en fait. Donc, on a souvent la mal que, par exemple, on va voir un naturopathe et il va nous donner des plantes pour nos problèmes. C'est pas ça du tout. On va vraiment agir sur plein de points et on va pas, par exemple, une personne a un problème hormonal, on va lui donner la plante correspondance et on s'occupe plus de lui et etc. On va vraiment lui dire ok, on voit le problème hormonal, on essaye de chercher la cause, on voit plein de choses autour. Ensuite, on va entreprendre des cures détox, donc pour laver les humeurs. On va faire des cures de régénération, de choses comme ça pour que la personne se régénère complètement, en fait. C'est ça notre but. C'est d'amener la personne à se régénérer et à s'auto-guérir, etc. Comme c'est pas forcément une pratique, on va dire, qui est encore forcément très connue et d'une façon générale. Est-ce que c'est aujourd'hui une pratique qui est vraiment bien encadrée avec, je sais pas, des écoles, on va dire, officielles qui sont reconnues par l'État? Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs écoles en France et plusieurs fédérations qui reconnaissent ces écoles. Notamment parler de la FENA, de l'OMS, du syndicat des naturopathes, de l'APNF et EMA.
Donc voilà, il y a plusieurs fédérations qui reconnaissent plusieurs écoles, mais c'est vrai que c'est un petit peu encore fouillis, que c'est pas encore forcément très bien encadré, etc. Mais je pense que ça devrait se développer dans de futures années, parce que au niveau international, en tout cas au niveau de l'Europe, il y a beaucoup de pays qui commencent à bien encadrer ces pratiques alternatives. Donc ouais, je pense que d'ici quelques années, mais voilà, donc il faut se référer à quelques fédérations, donc FAOMNS, Syndicat professionnel des naturopathes, et APNF et EMA. Donc voilà. Oui, c'est peut-être un peu, du coup, ça me fait penser un peu à la situation, pareil, qui a beaucoup évolué ces dernières années sur l'ostéopathie, par exemple, où il y a encore, je sais pas, 5 ou 10 ans, ça paraissait quelque chose d'obscur, on va dire, et qui aujourd'hui est beaucoup plus entré dans dans le quotidien des gens. Donc peut-être que voilà, ça faut aussi laisser le temps finalement à la naturopathie de se faire une image, quoi. Bah totalement. On a exactement le même statut que les ostéopathes dans les années 90 en fait. Donc voilà, donc faut laisser le temps, mais d'ici je pense quelques années, surtout que là au niveau européen il y a des lois qui sont passées, donc normalement ça devrait petit à petit descendre au niveau de la France. C'est un vrai pari sur l'avenir que vous faites aujourd'hui, tous ceux qui sont déjà naturopathes. C'est ça. On sait pas trop comment ça va se passer du coup, mais bon voilà, on attend de voir. Ça marche. Alors je suppose qu'en général on va voir un ou une naturopathe parce que voilà on a une situation particulière et aujourd'hui ça va pas être facile de dire bah voilà si on a ça il faudrait faire tel type de traitement parce que finalement ça s'adapte exactement comme tu le disais à beaucoup de critères et donc du coup est-ce que tu peux par exemple nous parler de comment se déroule un bilan naturopathique pour justement voir un peu le processus par lequel va devoir passer une personne? Alors, le bilan de santé par un naturopathe, donc ça se passe lors de la première consultation. La consultation chez un naturopathe, la première généralement est assez longue. Elle dure au moins 1h30. Donc, la première consultation, on va poser énormément de questions. Comprendre l'état général du patient, donc pour savoir voilà, son milieu de vie, qu'est-ce qu'il mange, comment il dort, quel est son état psychologique, ses antécédents familiaux, ses antécédents à lui-même. On va donc faire un bilan iridologique, un bilan au niveau du corps en entier en fait et du comportement en entier. On va voir comment la personne se comporte, comment la personne parle. On peut regarder également ses doigts. On va regarder l'état de ses cheveux, l'état de sa peau. On va regarder l'état de on regarde tout en fait. Vraiment, c'est vraiment un ensemble. La première consultation, donc elle se passe comme ça. On pose énormément de questions. Et ensuite, on va regarder donc voilà le corps. Est-ce que les ongles, par exemple, se strient, les lignes de la main, la forme des mains, la forme du crâne. On va regarder aussi également au niveau des sourcils, s'ils sont finis ou pas, comment ils sont dessinés, comment ils sont. On va regarder aussi s'il y a de la surcharge pondérale ou pas. On va regarder tout ça en fait. Et c'est ça en fait qui va nous permettre à nous de faire le bilan de santé générale et de regarder les forces et les faiblesses de l'individu. Et à la suite de cette première consultation, on fait une première cure. Donc il y a une première cure, on va dire un peu de rééquilibrage, quoi. C'est vraiment une petite cure qui dure environ 1 mois. Donc la personne, elle repart chez elle avec un pré-réglage alimentaire. Donc on va lui donner quelques conseils alimentaires de base. Moi j'ai été formée donc à une naturopathie un petit peu rénovée où on prend très très en compte tout le côté psycho-émotionnel. Donc généralement je vais donner des plantes comme des fleurs de bac ou des bourgeons pour rééquilibrer l'émotionnel parce que je trouve que c'est très important de prendre en compte l'émotionnel. Ou des exercices à faire pour équilibrer l'émotionnel, des lectures à recommander ou pourquoi pas recommander un psy si vraiment je pense et que personne a besoin d'un équilibrage au niveau de la sphère psyché. Donc une première
un premier état des lieux, donc avec le bilan. Ensuite, le patient repart avec donc ses premiers conseils alimentaires, ses premiers conseils au niveau psycho-émotionnel et quelques conseils qui va dépendre de nos 10 autres techniques. Donc, ça peut être, par exemple, de commencer à faire des douches fraîches pour se revitaliser et retrouver un peu de vitalité. Voilà, ça va être d'autres conseils selon le patient qui vont être personnalisés selon ce qu'il a, selon ses problèmes, ses problématiques, ses forces, etc. Est-ce que du coup, même si on n'a pas de problème particulier, est-ce qu'on peut être amené à aller voir une naturopathe de façon préventive parce que parce qu'on prend soin de sa santé et qu'on veut le faire comme ça de façon préventive? Ben justement, ça serait nos meilleurs patients et ça serait normalement comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça se passe en Chine d'ailleurs. C'est en Chine, les personnes vont voir leur médecin chinois très régulièrement parce que voilà. Et d'ailleurs, les médecins chinois, quand ces consultations de prévention, on ne les paye pas. On ne les paye que quand on est malade et qu'on va les voir. Donc c'est parce que justement on les paye quand ils ont fait mal leur boulot et etc. Donc nous, c'est vrai que c'est notre but d'avoir des patients qui viennent en bonne santé, qui nous disent, justement, j'ai envie de me maintenir en bonne santé. Donc, on peut voir aussi, on peut observer, par exemple, qu'est-ce que la personne a comme héritage au niveau des maladies. Donc, on peut prévenir certaines maladies, on peut lui instaurer une bonne hygiène de vie pour qu'elle évite d'installer des maladies dans le temps, etc. C'est vraiment, pour nous, les meilleurs patients. Mais c'est vrai que dans notre société, c'est pas très instauré d'aller voir quelqu'un quand on est en bonne santé. En fait, c'est pas dans notre culture. Mais petit à petit, je pense que ça va venir. Voilà, le podcast aide aussi à ça pour que les gens qui se posent la question n'hésitent vraiment pas à faire le pas. Alors tout à l'heure, tu parlais des 10 outils que vous utilisez dans la naturopathie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces outils? Alors donc, on a donc, comme j'ai dit, l'hygiène nutritionnelle, donc tout ce qui est les cures détox, l'alimentation hypotoxique, donc qu'on personnalise à chaque patient parce que tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce que nous on va manger ça que le voisin va pouvoir le manger, etc. Donc on fait une hygiène nutritionnelle. Ensuite, donc la sphère psychologique que j'en parle aussi énormément parce que pour moi c'est très important. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer par notre parole, on a des symptômes qui arrivent. Donc pour moi c'est très important aussi la sphère psychologique. On a l'hygiène musculaire, donc tout ce qui va toucher à l'exercice physique. Donc c'est pareil, on va conseiller plus ou moins des sports doux ou physiques ou vite, des sports cardiovasculaires ou musculaires selon les patients, selon les personnes, comment ils sont constitués, selon leur tempérament, etc. Il y a donc tout ce qui est donc la plus connue, l'outil le plus connu, la phytoaromatologie, donc tout ce qui touche la phytothérapie et l'aromathérapie, donc les plantes et les huiles essentielles. Donc que nous on utilise soit pour un équilibrage psychologique, soit pour l'organisme à s'épurer de certaines toxines, soit de temps en temps on peut utiliser pour des petits problèmes, mais ça va être des symptomatiques, mais c'est vraiment assez rare et dans certains cas pour aider les personnes à dépasser leurs problèmes. En fait, c'est vraiment juste une petite béquille qu'on va donner de temps en temps à une personne qui aurait par exemple un syndrome pour l'aider à avancer. On a également l'hydrologie, donc ça va être tout ce qui va être recours à l'eau, donc les bains, les douches, l'hydrothérapie du côlon, les cures thermales, les bains remous, les bains d'algues, les bains de boue, etc. On a les techniques manuelles, donc tout ce qui touche au massage, tout ce qui touche au massage et au bien-être, etc. Les techniques réflexes, donc ça, ce sont toutes les points réflexes, comme par exemple l'acupuncture. On utilise ces points réflexes pour équilibrer l'organisme. Donc alors ça c'est pareil en fait, ça dépend des formations qu'ils font, les spécialistes font. Certains naturopathes font de la réflexologie plantaire, de l'auriculothérapie, réflexologie endonasale, réflexologie faciale, palmaire. En fait, ça va vraiment dépendre de leur formation. On a ensuite les techniques respiratoires, donc ce qui touche à la respiration.
Et la respiration, c'est la vie. Si on arrête de respirer, on meurt. Hein. Donc, apprendre à bien respirer, des techniques de respiration énergétique, des techniques de respiration calmantes, relaxantes, etc. Également, donc encore 2 autres techniques, les techniques énergétiques, donc tout ce qui va toucher au rééquilibrage énergétique, aux visualisations, etc. Et les techniques par les rayons, donc tout ce qui va être s'exposer au soleil ou s'exposer peut-être à certaines couleurs, à l'art-thérapie, musicothérapie, etc. D'accord. Mais alors, du coup, ma question, parce que là, effectivement, donc, tu as cité énormément d'outils et de pratiques différentes, et ça veut dire que quand, voilà, si je sors de mes mois ou de mes années de formation en tant que naturopathe, à la fin, je maîtrise l'ensemble de ces techniques ou je connais les bienfaits de ces techniques et donc après je peux éventuellement rediriger mon patient vers je sais pas, quelqu'un qui va être plus spécialisé en massage ou plus spécialisé dans telle ou telle pratique. Alors c'est une bonne question parce que justement nous les naturopathes on est un petit peu vus comme les généralistes des médecines alternatives. Donc c'est vrai qu'on va plutôt, alors ça dépend, on va rediriger vers les techniques qu'on a du mal à gérer. Mais généralement, c'est quand par exemple réflexologie plantaire ou du yoga ou des choses comme ça, on l'apprend dans nos formations, ou en tout cas on fait des formations complémentaires, donc on peut nous-mêmes les indiquer, les enseigner, les partager. Ça dépend. En fait, ça va vraiment dépendre des techniques, mais c'est vrai que généralement, on redirige vers un autre professionnel. D'accord. Et puis après, je suppose que de toute façon, on peut... un naturopathe peut peut-être prendre aussi une voie de spécialisation et du coup adopter certaines de ces techniques parce que peut-être il a un attrait particulier vers l'une ou l'autre et puis du coup après rediriger vers d'autres personnes s'il le maîtrise pas quoi. Voilà, totalement. Comme par exemple beaucoup de formations en sophrologie, en massage, en auricolothérapie. Il y a également des naturopathes qui font des formations de coach sportif, de psychologue, voilà, c'est vraiment. Après, ça va dépendre de la sensibilité de chaque naturopathe et de ce qu'il aime partager et de ce qu'il aime enseigner en fait. Donc moi par exemple, c'est vrai que par exemple pour le massage, je pense pas être une très bonne masseuse. Donc du coup, c'est vrai que pour ça, je vais plutôt rediriger la personne vers un bon masseur. J'ai pas le toucher, j'ai pas la chose qui fait que je peux faire un bon massage en fait. Je pense après qu'il y a des choses un peu innées et un petit peu par contre, je vais me former au yoga, donc je pourrais, si les personnes souhaitent, leur enseigner le yoga et leur faire des cours de yoga, sans avoir besoin de passer par un autre professionnel en fait. Donc, j'adore aussi l'auriculothérapie. Je l'ai très approfondie dans ma formation, donc c'est vrai que je peux avoir recourir à l'auriculothérapie. Je peux avoir recours à l'auriculothérapie, mais par exemple toutes les autres techniques, ça me parle pas des masses. Donc après, c'est à voir au patient selon ce qu'il préfère. Je peux le rediriger vers un autre praticien, etc. En fait, c'est vraiment ça se fait selon le feeling des personnes, selon le tempérament des personnes, selon ce qui est le mieux adapté aux personnes. Je redirige vers une autre personne ou pas. En fait. C'est quoi l'auriculothérapie ? Donc en fait, c'est les points réflexes au niveau de l'oreille. Donc en fait, si on regarde bien l'oreille, on peut voir que c'est un fœtus. On a tout notre corps qui est représenté dans l'oreille. Et en fait, on vient par des aimants ou par des stylets stimuler quelques points, les points qui nous intéressent et qui peuvent agir en fait sur le patient. Donc par exemple, une personne qui aurait peut-être des problèmes hormonaux, on peut stimuler les glandes, ou alors une personne qui a des problèmes au niveau de douleurs chroniques, etc. Stimuler également quelques points pour le soulager, poser des aimants que tu peux garder plusieurs jours, qui peuvent amener le patient à avoir une réduction des douleurs ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est une technique qui se base exclusivement sur l'oreille. Il y a un lien très très fort finalement entre la naturopathie et les différentes saisons qu'il peut y avoir au cours d'une année. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce lien est si important ?
Ben, en fait, en tant que naturopathe, comme je disais, on va guider la personne à être responsable de sa santé, mais on va également guider la personne à être en phase, en fait, avec la nature. Parce qu'aujourd'hui, on a des vies modernes qui nous coupent de nos instincts primitifs, en fait. Avant, on vivait en accord avec les saisons, en accord avec la nature, on se posait pas de questions, puis petit à petit, on commençait à habiter en ville, à travailler dans des bureaux toute la journée, à ne plus aller en forêt, à ne plus tout ça. Donc, on se coupe au final de ses instincts. Et c'est vrai que comme la nature, nous avons un cycle, nous avons des besoins à des moments de faire des réserves et à des moments de faire des épurations et des détox. Nous avons ces besoins-là. Et si on regarde en fait la nature, comme par exemple en automne, on va en forêt, mais les arbres perdent leurs feuilles, la sève redescend vers la terre, ils commencent à rentrer en hibernation, ils commencent à tout s'apaise, etc. C'est vrai que par exemple en automne, on va plutôt conseiller aux patients de faire des détox, de commencer à s'apaiser, de commencer à rentrer vers soi, comme d'être dans le même que la nature. En hiver, on peut observer que la nature, elle est en sommeil, elle attend les chaleurs, elle attend le printemps, il fait froid, etc. Donc, conseiller aux patients de prendre plus soin de lui, de plus faire attention, de faire des réserves. Bon, c'est vrai qu'en hiver, on a des raclettes, des choses comme ça, donc ça aide un petit peu, mais bon, voilà, de prendre soin de soi. Et après, au printemps, au contraire, on voit que la nature se réveille, que la sonde dans les arbres. Donc, on peut aussi entreprendre une détox pour se réveiller, pour réveiller l'organisme, épurer aussi les raclettes de l'hiver, justement, et tout ça. Et après, au printemps, on voit que c'est l'abondance de fruits et de légumes. Donc, justement, de faire le stockage de ces nutriments et vitamines qui sont à notre portée à ce moment-là de l'année. Donc, voilà. Donc, en fait, on va vraiment guider le patient à prendre le cycle de la nature et revenir à quelque chose d'instinctivement naturel, en fait, de ce que faisaient nos anciens. Hein. Nos anciens faisaient ça. L'hiver, ils mangeaient peut-être un peu plus riche. Au printemps, on commençait à petit diversifier leur alimentation, etc. Donc, revenir vers ça, en fait. Et du coup, est-ce que c'est un processus qui va être, je sais pas, globalement un peu le même quand on passe, je sais pas, imaginons d'hiver au printemps et après de l'été à l'automne, ou est-ce que à chaque fois ça va être des choses qui vont être différentes d'une saison à une autre? Alors, ça va être différent d'une saison à une autre. Donc, comme par exemple, là, on est dans la charnière entre l'hiver et le printemps. Donc voilà, effectivement. Alors, je précise parce que pour les gens qui découvriront peut-être ce podcast dans 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est qu'on enregistre là, on est en avril 2018 et donc en pleine bascule finalement entre l'hiver et le printemps qui tarde un peu à arriver. Donc là, on est effectivement dans cette charnière entre l'hiver et le printemps, et justement dans cette charnière-là, c'est important de s'épurer. On a cette vieille croyance quand même du ménage de printemps. Enfin, c'est tout le monde faisait le ménage de printemps. Mais on fait un petit peu pareil avec notre organisme. On fait le ménage de printemps dans toutes nos toxines, et on peut faire, ces cures de détox permettent de nous retrouver la vitalité, parce que pendant plusieurs mois, on a eu froid, pendant plusieurs mois, on s'est peut-être un peu renfermé. Donc là, c'est justement, on recommence à sortir, on recommence à avoir le soleil, on recommence à avoir une abondance de fruits et de légumes. Donc du coup, on se réveille un petit peu. Donc du coup, donc on a entre l'hiver et le printemps, ça peut être très intéressant de faire des cures détox. Entre le printemps et l'été, ça va être plutôt l'inverse, de faire des cures d'abondance de fruits et de légumes pour faire des stockages de nutriments et de vitamines qui nous ont manqué, etc. Donc voilà, on a ça va dépendre en fait d'une saison. Le printemps et l'automne sont destinés pour être des saisons plutôt de détox, et l'hiver et l'été sont plutôt des saisons aussi très fatigantes pour notre organisme. Donc c'est pas le moment de faire des détox et des épurations, mais plutôt des stockages, en fait, des revitalisations, reminéralisations, etc.
Et du coup, même est-ce que pendant ces 2 saisons-là, donc du coup l'été et l'hiver, est-ce que même, je sais pas, d'un point de vue de son rythme de vie, de sa pratique sportive, tout ça, est-ce que faut aussi peut-être adapter ces choses-là? Oui, exactement. Mais c'est justement, ça va être ça le but d'un naturopathe, ça va être de le guider de guider ses patients vers qu'il va trouver au fil des saisons. En fait, ça va vraiment. Il faut adapter son quotidien de toute manière en hiver, comme en été, par les grosses chaleurs ou par les temps très froids. Ben on va faire peut-être un peu moins de sport ou des sports peut-être différents, plus lents, plus voilà. En été, on va pas aller faire un jogging à 14 heures. Donc en hiver, oui, peut-être aller faire un jogging à 14 heures, mais bon, on va avoir froid, etc. Donc il faut, c'est vraiment des saisons de réserve en fait, de réserve sur soi-même, de recentrage sur soi-même, de remplissage en fait à la limite, enfin voilà. Comme tu parlais là, donc là quand même on est quand même à l'arrivée du printemps qui s'annonce, et que tu parlais de cure détox. Alors ça va se faire sous quelle forme ces cures? Alors c'est des cures douces. Alors moi je suis plutôt partisante des cures douces. Il y a plusieurs naturopathes qui recommandent le jeûne à outrance, etc. Je suis pas du tout dans ces cases-là. Je suis plutôt dans des cures très douces et très faciles pour notre organisme, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde moderne, une vie à 1000 à l'heure, donc on n'a peut-être pas le temps, etc. Mais c'est vrai que par exemple la cure de printemps qui est très populaire, c'est la sève de bouleau, qui est une cure qui est très intéressante parce que en même temps qu'elle épure l'organisme, elle apporte des minéraux et des nutriments. Je trouve que c'est très symbolique aussi de faire une cure de sève de bouleau, parce que on va aller directement boire la sève d'un arbre. C'est de la sève pure en fait, donc c'est au marbre est en train de se charger en plein de vitamines, plein de minéraux, la sève elle remonte dans son tronc, et nous on va aller la boire, et je trouve que c'est très symbolique en fait. Donc c'est vrai que c'est une cure qui est très intéressante parce que c'est une cure douce, c'est une cure que beaucoup de personnes peuvent faire, voilà. Donc ça, c'est très intéressant comme cure d'été, mais après on peut utiliser d'autres plantes. Après, ça va vraiment dépendre des personnes, mais comme par exemple pour épurer le foie, on va avoir recours au radis noir, chardon-marie, desmodium, etc. Pour les reins, on peut avoir la reine des prés, etc. Donc ça va dépendre des personnes. Qu'est-ce qui a épuré ou pas, les toxines qui vont accumuler ou pas, ça c'est pareil, ça se détermine pendant le bilan de vitalité. On voit les personnes qui stockent des vitamines plutôt au col, et les personnes qui stockent plutôt des toxines cristaux. Donc c'est vraiment, ça se détermine pendant le bilan. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment les cures douces. Ça se fait sur à peu près 1 mois maximum. On ne dépasse pas le mois de détox, et ça va se faire par la prise de compléments alimentaires ou produits comme la sève de bouleau, également d'hygiène de vie, parce que si on prend des plantes et qu'à côté on mange McDo, ben ça va pas aller. Donc pendant 1 mois, on va essayer de privilégier au maximum les légumes, les fruits, d'éviter de manger trop de viande, d'éviter de manger trop de mauvais glucides. On va éviter tout ce qui est aussi mauvais gras, etc. Voilà, on va essayer d'adopter une alimentation la plus hypotoxique possible. On peut également avoir recours à d'autres techniques, comme par exemple le brossage à sec, qui est génial. C'est donc une technique de massage avec une brosse à sec sur la peau. Ça permet de stimuler toute la lymphe et toutes les glandes lymphatiques. Donc on fait comme un massage lymphatique à la maison. On n'a pas besoin de kiné ou de masseur, c'est un massage lymphatique à la maison, donc c'est bien parce qu'on commence à remuer toutes les humeurs dans l'organisme. Donc ça peut être intéressant. Après, il y a également l'eau, de prendre des bains chauds pour faire suer, ou faire des hammams, des saunas pour suer. Il peut également recommencer peut-être à faire du sport. Également des techniques respiratoires qui aident à faire des détox, comme je pense à la respiration yogique Kalapabhati, qui est une respiration très très rapide et très énergique, qui aide en fait à détoxifier l'organisme et à faire bouger les humeurs au niveau des poumons, de faire bouger le sang, de détoxifier le sang. En fait, c'est une respiration limite hyperventilation, donc du coup, on envoie beaucoup d'oxygène dans les poumons.
Donc ça remue, hein, mais après ça, c'est vraiment, on personnalise selon les patients, selon ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont la capacité de faire, selon leur vitalité, selon tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à chaque patient, quoi. La sève de bouleau, ça se fait du coup, on le prend sous quelle forme? C'est une sorte de miel, c'est des gélules, c'est quoi? Alors la sève de bouleau, non, c'est de la sève pure, donc c'est des bidons généralement de entre 3 et 5 litres de sève. C'est vraiment sous forme d'eau en fait. On dirait de l'eau, même au goût, c'est très ça a pas trop de goût en fait. C'est de la sève pure qui est récoltée direct au tronc. Donc alors il faut la trouver en biocoop, généralement c'est le mieux. De la sève pure non pasteurisée, etc. Et on en prend un petit verre tous les matins. Et voilà. Et une cure de 3 semaines, comme ça, je crois que c'est à peu près 3 ou 4 litres de sève 3 semaines. Et c'est vraiment pur comme ça et c'est super. Je suis en train de la faire en ce moment. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, faudra tester tout ça alors. Et Ouais. du coup, je sais que tu as sorti aussi, donc qui est disponible sur ton site, donc un winter ebook. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire plus sur ce livre numérique du coup? Alors, justement, en fait, comme je parlais donc des rythmes des saisons, qu'il y a certaines choses à faire en hiver, au printemps, à l'automne, etc. J'ai recueilli en fait tous les conseils naturopathiques de l'hiver, donc pour prendre soin de soi en hiver. Donc, je parle beaucoup de prévention des maladies, comment renforcer son système immunitaire par des techniques naturelles, par des plantes naturelles, etc. Comment adapter son alimentation à l'hiver, comment aussi au niveau psychologique, comment supporter, on va dire entre guillemets, l'hiver avec le manque de soleil, avec le manque d'énergie parfois. J'ai également fait des conseils, donc quand par exemple l'hiver c'est aussi le moment de grands repas et de grands repas bien gras, donc comment survivre à ces grands repas avec des conseils de digestion, etc. J'ai également fait un chapitre sur quand on est malade, voilà quelques conseils que je peux vous donner quand on est malade pour prendre soin de soi naturellement, dans certaines limites bien sûr, parce que voilà on est une médecine complémentaire à la médecine allopathique, donc on ne la remplace pas, mais voilà c'est vrai que des fois quand on a un petit peu pris un coup de froid, etc., il y a des très bonnes techniques naturelles qui peuvent aider dans ces moments-là. Donc voilà, j'ai fait un recueil de toutes ces techniques adaptées à l'hiver et à la saison d'hiver. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent pour comme on n'est pas encore tout à fait sorti de l'hiver et que je sais que, en tout cas dans mon entourage, il y a des nids qui coulent et il y a des gens qui sont encore un peu malades. Alors comment ils peuvent, alors soit renforcer leur système immunitaire, soit justement gérer un peu ces petites maladies qui sont pas très graves en général, mais bon voilà, qui sont toujours un peu désagréables à subir. Alors, donc ça va dépendre aussi des personnes, de ceux qui souhaitent, etc. On peut prendre de la vitamine C. C'est super important la vitamine C au niveau du système immunitaire. Ça renforce les anticorps, ça renforce tout le système immunitaire. On peut faire des cures de probiotiques également. La flore intestinale possède environ 70% de notre système immunitaire. Donc, si on a une mauvaise flore intestinale, on est en mauvaise santé, on a un mauvais système immunitaire. Donc ça peut être intéressant de faire des cures de probiotiques. Ça peut être intéressant également, de prendre soin de cette flore intestinale avec des produits fermentés comme la choucroute crue, comme le kéfir, le kombucha, etc. Donc, qui sont des boissons fermentées qu'on trouve généralement en magasin bio ou qu'on peut faire soi-même. Je pense également à des tisanes comme le lapacho. Donc le lapacho, c'est un arbre indien d'Amazonie qui est très recommandé pour cette saison d'hiver, pour prendre soin de son organisme et de son système immunitaire. Ça renforce et ça booste. Je pense aux tisanes de thym, de romarin qui peuvent être prises, par exemple faire 2-3 tisanes par jour de thym, de romarin, de lapacho, etc. Ce qu'on préfère. Je pense également à l'huile essentielle de Ravinstara qui est très intéressante pour le d'hiver.
Donc en fait, c'est un peu la reine des huiles essentielles l'hiver. Il faudrait toujours l'avoir sur soi pour la respirer ou en tout cas la déposer un petit peu sur nos poignets. Ça peut être très intéressant. Voilà, quand on a peur de tomber malade, tous les jours d'en déposer un petit peu sur nos poignets ou d'en faire des massages. Moi, je me fais très souvent des massages avec la Ravinsara sur les pieds en fait. Voilà, je prends une huile végétale neutre comme l'huile d'amande douce et je mets quelques gouttes de Ravinsara et je me masse les pieds. Après, ben voilà, avoir une alimentation saine, ça passe déjà, c'est un des principaux piliers. Donc, avoir une alimentation saine et équilibrée. Et puis voilà, ces petits conseils qui peuvent aider en tout cas en prévention ou en tout cas quand on est malade, ben ça peut nous donner une petite béquille, une petite aide. Mais voilà, mais sinon tous mes conseils sont dans le Winter e-book. Yes. Et du coup, il y a une raison particulière qui va expliquer qu'on va avoir tendance à plus tomber malade pendant cette saison-là, ou c'est, je sais pas, enfin. Alors déjà c'est le froid. Ouais, déjà le temps s'y prête. En fait, le froid fait remonter toute les toxines à l'intérieur, donc c'est vrai que ça s'y prête. Et puis en plus l'air sec, etc. Donc c'est vecteur de microbes. Mais c'est vrai que la tendance généralement à tomber malade, c'est vraiment l'accumulation de toxines. C'est vraiment ça qui va. Par exemple, moi, je ne tombe pas malade puis je fais des détox très régulièrement. Par exemple, cet hiver, j'ai eu 3 jours de petits rhumes, mais vraiment très légers après le repas de Noël. Donc après les repas de Noël, donc après 3 jours de repas pas du tout dans mes habitudes. Et en plus de ça, à fréquenter beaucoup de monde. Donc du coup, j'ai eu 3 jours de petits coups de froid, etc. Mais c'est vraiment rien comparé à avant où il y a 5 ans en arrière, je me tapais une sinusite du mois d'octobre au mois de mars. Enfin, j'étais tout le temps malade, tout le temps malade. Alors que depuis 2-3 hivers que je fais ces conseils-là, je tombe vraiment jamais malade ou très rarement, ou c'est très court, épisodique, c'est très bref, ça part vite. Plus du tout comme avant où j'étais couchée et il fallait plus me parler. Là, c'était vraiment 3 jours de petites. Donc c'est vrai que c'est donc en fait vraiment la cause de nos maladies, le but principal, enfin la cause principale, c'est vraiment ces toxines qu'on n'épure jamais et qui stagnent tout le temps dans notre organisme. En hiver, on voit souvent remonter justement ces toxines colles qui se manifestent sous forme de nez qui coule, de glaire, etc. Donc de bronchite. Donc généralement, pour bien préparer l'hiver, le plus important, c'est de faire une détox en automne. D'accord. Donc voilà. Okay. Ou au printemps aussi. Oui, voilà. Après, effectivement, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on peut avoir tendance, enfin, en tout cas, globalement, on va avoir tendance à se dire, ah bah tiens, c'est le printemps, c'est bientôt l'été, faut faire attention à ma ligne pour être bien en maillot de bain, mais le reste de l'année, on fait n'importe quoi, et donc du coup, c'est vraiment pas la bonne façon de faire entre guillemets pour avoir une bonne santé, une bonne énergie et être en forme tout au long de l'année, quoi. C'est ça. Et du coup, où est-ce qu'on peut aller sur Internet ou ailleurs pour en savoir plus sur tes activités et puis en savoir plus sur ce que tu proposes? Alors, je suis sur Facebook sous le nom Eva Michler naturopathe. Il y a également mon site internet donc qui est instintsnaturaux.com. Je suis également sur Instagram, le plus avec Instinct Naturo. Ça marche. J'ai vu que il y avait un livre à paraître là qui s'appelle, ou qui va s'appeler Graines de santé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou il est peut-être encore un peu trop tôt pour en parler de ce livre? Il devrait sortir, je pense, une quinzaine de jours. Donc c'est c'est tout simplement un livre sur la naturopathie. Pour comprendre un peu plus la naturopathie, pour comprendre ces 10 techniques, justement ces 10 techniques, je les détaille, je les détaille bien. J'explique donc d'où vient la naturopathie, les fondements, comment se passent les cures, dans quel sens se passent les cures, les différentes cures, comment je détaille également tous les bilans de santé. Donc comment l'iridologie également, je parle des constitutions physiologiques, etc. Donc tous les détails de santé qu'on peut étudier lors de la première consultation. Je détaille, c'est vraiment un livre global de la naturopathie. Qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc., etc. Ça marche. Bon. Et du coup, si t'es dans les temps pour ton délai de publication, et les personnes qui nous écoutent là tout de suite maintenant peuvent aller sur Instinct Naturo parce que au moment de la publication du podcast, le livre devrait déjà être publié. Ah ben voilà.
Super. Merci beaucoup Eva. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Ciao. Merci Eva pour ta participation à ce podcast. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/10, le chiffre 10. Et si vous souhaitez donner un coup de pouce à ce podcast, je vous invite à vous abonner sur iTunes et à laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Pour cela, passez par le lien suivant, extraform.fr/iTunes et vous accéderez directement au podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Ciao.